PICKLINE cite un plan au Medipôle. Mon rôle est de m'occuper essentiellement donc, de ces dispositifs, de former le personnel et de gérer la bonne prise en charge de ces dispositifs. Donc je vais vous présenter les deux voies centrales, puisque le PICKLINE et le chambre implantable sont des voies centrales. Alors on va commencer déjà par savoir ce que c'est qu'une voie centrale. Donc la voie centrale est un dispositif médical visant à cathétériser une veine de gros calibre et qui permet donc d'injecter toutes sortes de produits qui peuvent être vénotoxiques, donc on ne peut injecter qu'en voie centrale. Et l'extrémité de ce dispositif, de ce cathéter, se situe au niveau de la jonction veine cave et oreillette droite. C'est un geste médical réalisé sous échographie, puis sous contrôle radiologique et dans des conditions d'asepsie chirurgicale. Donc je vous ai fait un tableau comparatif de ces deux dispositifs. Donc la chambre implantable, l'insertion majoritairement, c'est la voie jugulaire qui est la voie de prédilection. On peut également insérer le cathéter au niveau de la voie sous-clavière. Contrairement à l'insertion du PICKLINE qui lui se situe dans une veine profonde du bras, il y en a trois, donc humérale, céphalique et l'autre, je l'ai oublié, brachiale, voilà. Donc l'extrémité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une voie centrale, donc pour les deux voies, le cathéter arrive à la jonction veine cave oreillette droite. La pose de ces dispositifs peuvent être, la chambre implantable peut être posée aussi bien par un chirurgien, un médecin anesthésiste, mais majoritairement ce sont des radiologues interventionnels, en radiologie interventionnelle vasculaire. Le PICKLINE, lui, est essentiellement posé par un radiologue interventionnel et toujours en salle de radiologie interventionnelle vasculaire. Il n'est jamais posé au bloc, donc ce ne sont pas les anesthésistes qui les posent. Et la fixation, donc la chambre implantable, elle se situe donc en sous-cutané au niveau majoritairement pectoral. Par contre, le PICKLINE, lui, est extériorisé, mais n'est jamais suturé. Il tient essentiellement par soit un statlock, un grip-lock, que l'on appelle aussi des stabilisateurs. Donc la chambre implantable, je vous présente donc les chambres implantables que l'on voit. Donc, la chambre implantable est formée d'un septum dans lequel on va introduire l'aiguille de Huber, puisqu'il n'y a que les aiguilles de Huber que nous utilisons. Il est composé d'une chambre dont la capacité est inférieure à 1 ml pour éviter le développement des germes. Ensuite, il y a le cathéter et la fixation se fait par un verrou. Alors actuellement, au CHT, nous avons opté pour la dernière chambre implantable qui se repère au niveau du toucher par 3 petits cônes qui nous permettent de bien la situer. Et surtout parce que ce sont des chambres qui peuvent supporter des pressions importantes pour pouvoir effectuer soit des scanners, soit des IRM sous injection. Ensuite, il y a les PICKLINE. Donc, le PICKLINE, il existe en 1 lumière, 2 lumières, 3 lumières. Au CHT, nous n'avons que jusqu'à 2 lumières. Et ils existent aussi bien avec une valve intégrée, on en voit très peu, mais dernièrement on en a vu un, ou alors majoritairement avec des valves à pression positive ou neutre qu'il faut adapter à l'extrémité. Et donc, ces PICKLINE-là ont des clans. C'est comme ça qu'on peut les différencier en fait. La chambre implantable, elle est apparue à peu près dans les années 80 et le PICKLINE est apparu dans les années 70 aux États-Unis, puis après, vers les années 2000, a été introduit en Europe. Donc le matériel complémentaire, parce que sur ce dispositif on ne peut utiliser que des matériaux adaptés, donc ce sont les aiguilles de Huber, majoritairement pour le PAC. Nous avons besoin que de ça. Alors, différentes aiguilles de Huber. Actuellement, je vous en présente deux. C'est les deux que nous utilisons, nous, au CHT, actuellement. Par contre, le PICKLINE, et comme c'est un dispositif qui est extériorisé et qui n'est pas suturé, il est fixé donc par les stabilisateurs, qui sont soit le statlock à clip, soit le grip-lock, qui a une empreinte dans laquelle on insère l'embase
et qui est collant aussi bien sur la base de ce dispositif qu'au-dessus. Ensuite, nous avons donc besoin, majoritairement, si la valve n'est pas intégrée, nous avons besoin d'adapter une valve. Les prestataires, puisque nous travaillons avec les prestataires utilisent des valves à pression positive, des valves bidirectionnelles, et nous utilisons au CHT des valves bidirectionnelles neutres. Alors bidirectionnelles, ça veut dire que l'on peut prélever, donc faire un bilan sanguin, et que l'on peut injecter. La différence entre la valve à pression positive et la valve à pression neutre, c'est que la pression positive, on peut désadapter une seringue, un vacuténaire ou une tubulure de cette valve sans clamper. Par contre, si la valve est bidirectionnelle est à pression neutre, nous devons clamper le dispositif avant de retirer la seringue, le vacuténaire ou la tubulure, et ensuite déclamper le dispositif, puisque le PICC Line est un dispositif qui ne peut en aucun cas rester clampé. Les tubulures ne sont pas adaptées pour ça. Donc même si on ne l'utilise pas, on ne le clampe pas. Alors les indications, qui sont un petit peu différentes. Alors la chambre implantable, majoritairement, c'est pour la prise en charge des patients nécessitant l'administration de chimiothérapie. Ensuite, d'alimentation parentérale. Et après, tout ce qui peut être lié ou qui dérive de l'oncologie. Donc, à partir du moment où le patient est porteur d'une chambre implantable, après, on peut l'utiliser pour l'antibiothérapie, pour l'hydratation. Mais majoritairement, la chambre implantable est utilisée en oncologie. Le PICC Line, par contre, le PICC Line a été l'intermédiaire entre la voie périphérique et la voie centrale, la VVC, qu'on introduisait en jugulaire ou en sous-clavière. Puisqu'avant, nous n'avions que ça lorsque les patients avaient un capital veineux inexistant. Donc, on a introduit le PICC Line. Donc majoritairement, c'est pour l'antibiothérapie, l'hydratation, pour les gens qui ont un capital veineux inexistant. Maintenant, on l'utilise effectivement de plus en plus aussi pour les chimiothérapies, chez les gens qui ne peuvent pas être porteurs d'une chambre implantable. La différence, c'est que la chambre implantable, on peut la garder très 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 longtemps, tant que l'entretien est correct. Par contre, le PICC Line, il a une durée de vie de 3 mois. Donc au bout de 3 mois, soit on le retire, soit on le change et on introduit un nouveau dispositif sur un autre abord. Alors les contre-indications, tous les troubles majeurs de la coagulation pour la chambre implantable, puisque la chambre implantable nécessite une petite intervention chirurgicale. Les septicémies, on ne pose pas de chambre implantable sur un terrain septicémique. Toutes les zones brûlées, tout ce qui concerne donc la zone thoracique qui peut être brûlée, irradiée, tout ce qui est métastase cutanée, en fait, toutes les lésions que l'on peut trouver au niveau de l'implantation de ces dispositifs. Le PICC Line, il a aussi des contre-indications, des antécédents, tout ce qui concerne les antécédents de radiothérapie de cancer du sein, de curage ganglionnaire, bon, évidemment, ça concerne majoritairement les femmes. Tout ce qui est lymphœdème, fistule artério-veineuse, les néphrologues ne sont pas très chauds pour poser des PICC Line chez les gens insuffisants rénaux, qu'ils soient dialysés ou non, puisque c'est des gens qui, à moyen terme, devraient être porteurs de fistules artério-veineuses. Et lorsqu'il y a eu un épisode de thrombose, on ne peut pas reposer de dispositif central sur une zone qui a été thrombosée. Les patients agités et confus, comme c'est un dispositif qui est extériorisé, ils auraient tendance à tirer et à les arracher. Et comme ce ne sont pas des dispositifs qui sont attachés, ils peuvent s'extérioriser très facilement. Et c'est pareil, un terrain septicémique, on ne peut pas réintroduire une voie centrale. Pour réintroduire une voie centrale sur une zone septicémique, il faut attendre 3 hémocultures négatives et consécutives. Alors les avantages, c'est que l'accès est direct sur une veine de très gros calibre, puisque nous sommes proches de l'oreillette et dans la veine cave. Donc tous les produits injectables peuvent être administrés dans cette chambre implantable.
Et aussi, un des gros avantages, c'est que ce dispositif peut être pris en charge par une infirmière libérale qui a été formée aux manipulations de ce dispositif. Le PICC Line, c'est à peu près les mêmes avantages. Hein. Contrairement à la chambre implantable, il n'y a pas de mini-incision, donc il est posé en voie profonde, mais comme un cathé périphérique normal. Donc on se retrouve juste avec un tout petit trou d'abord, et donc c'est absolument pas douloureux puisque c'est sous anesthésie locale. Voilà. Et l'entretien peut être assuré également par une infirmière libérale à domicile, que ce soit en entretien ou en injection. Les inconvénients, la chambre implantable, alors ça dérange beaucoup les femmes, mais parce qu'on se retrouve avec une cicatrice au niveau thoracique. Tous les risques liés aux voies centrales, hein, les thromboses, les embolies, les infections. Et un des gros inconvénients aussi, c'est la gêne lorsque l'on porte un sac à dos, puisqu'elle est en sous-cutanée et juste en surface. Un sac à dos, une ceinture de sécurité, tout ce qui fait un appui dessus et qui peut éventuellement gêner. Il est important de dire au patient, lorsqu'il a une pose de chambre implantable, qu'il faut en moyenne attendre 1 mois avant de pouvoir positionner quelque chose sur sa chambre implantable, le temps que les tissus se referment sur ce dispositif. Donc, s'il est conducteur, et si on l'a mis à gauche, éviter de conduire sa voiture pendant le mois, puisque la ceinture de sécurité va passer dessus. Le risque, c'est le retournement de la chambre ou la torsion de la chambre. Donc, après, elle sera inutilisable. Donc, informer le patient lorsqu'il a eu la pose, donc compter à peu près 1 mois. Le PICC Line, alors l'inconvénient, c'est que c'est une tubulure qui s'extériorise au niveau du bras. Donc au niveau baignade, douche, il faut qu'il fasse attention de ne pas mouiller son pansement, parce que si le pansement est mouillé, il va se décoller. Et si ça se décolle, le dispositif va partir. Ou alors, s'il est à la maison, il devra appeler son infirmière libérale qui devra intervenir le plus rapidement possible pour refaire le pansement. Il faut qu'il porte des vêtements amples qui ne servent pas pour éviter de faire garrot et éviter les charges lourdes qui entraînent le frottement du cathéter au niveau de l'endothélium de la veine. Les mouvements répétitifs, hein, donc s'il est maçon, il manie la pelle toute la journée, le frottement risque de léser l'endothélium et entraîner des petits saignements et des petits lâchers de thrombus. Après, comme les voies centrales, hein, c'est le risque, c'est l'infection, la thrombose et l'embolie. Alors les incidents, lorsqu'on pose une chambre implantable, majoritairement, on souhaiterait qu'elle ne soit utilisée que 7 jours après la pose. Certaines fois, on doit l'utiliser immédiatement. Seulement, lorsque l'on pose, on risque d'avoir des hématomes, puisqu'on fait, on fait quand même une incision. Donc l'hématome et le saignement, qui après, l'hématome empêchera la pose de l'aiguille de Huber. La première pose d'aiguille de Huber sera faite au bloc ou en radio interventionnel. Seulement, au bout de 7 jours, il faudra changer l'aiguille, et s'il y a un gros hématome, l'infirmière ne pourra pas mettre une seconde aiguille. Donc le pneumothorax, mais c'est lors de la pose, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Les troubles de rythme, tout simplement parce que lorsque l'on introduit, même si c'est sous contrôle radiologique, on peut introduire le cathéter jusqu'à l'entrée de l'oreillette, et donc, comme je dis, venir chatouiller l'oreillette, et donc créer des troubles du rythme. L'obstruction de la chambre, un des inconvénients, l'obstruction de la chambre par des précipités médicamenteux, par un thrombus, d'où la nécessité des rinçages pulsés réguliers de ces dispositifs. Une infection avec possibilité de septicémie, donc dans ces cas-là, on peut faire, en fonction du germe qui a été trouvé, faire soit un verrou thérapeutique, mais pendant cette période qui est à peu près de 15 jours de verrou thérapeutique, cette chambre sera inutilisable. Donc il faudra trouver un autre abord veineux, parce que le patient devra avoir en parallèle une antibiothérapie.
Ensuite, ou alors, en fonction du germe, on va être obligé de retirer la chambre et d'attendre avant d'en poser une autre. Il peut y avoir une désunion cicatricielle aussi, donc, puisqu'il y a une intervention. Comme je vous disais tout à l'heure, le retournement du boîtier, si jamais il y a eu un support dessus. Et il y a un des gros risques, c'est l'extravasation du produit. Donc l'extravasation, c'est la diffusion d'un produit en sous-cutané, donc qui ne concerne que la zone où le cathé est en surface et du boîtier. Et la thrombose superficielle ou profonde, qui peut être propre à tout d'abord veineux. Le PICC-Line, alors le trouble du rythme. Alors le trouble du rythme, on peut le trouver à la pause. Donc ça, on peut y remédier très rapidement, puisque c'est fait sous contrôle radiologique. Par contre, on peut rencontrer un trouble du rythme lors de la réfection du pansement, puisque le PICC-Line est extériorisé de 1 cm, et ce centimètre n'est pas comptabilisé dans la longueur de pause. Donc, en fonction de l'extrémité du cathéter, s'il est très proche de l'oreillette, si on réintroduit ce centimètre, on va créer des troubles du rythme. D'où l'importance de maintenir ce centimètre extérieur. Et comme la chambre implantable, et le risque aussi, et les incidents, c'est l'obstruction par un thrombus ou des précipités médicamenteux. Les infections, donc on en a parlé tout à l'heure. Le gros inconvénient, c'est l'arrachage. À partir du moment où vous avez un retrait de 5 cm du dispositif, sans compter le centimètre extérieur, on peut considérer qu'on n'est plus en voie centrale. Donc il faudra faire un contrôle radiologique pour voir où se situe l'extrémité du cathéter. Et si on n'est plus en voie centrale, si on a véritablement besoin d'une voie centrale, si c'est pour une chimiothérapie, il faudra envisager de reposer un PICC-Line. Si c'était pour une antibiothérapie, comme on est quand même dans un gros vaisseau, on peut considérer qu'on peut maintenir le dispositif, mais en faisant attention de ne pas le retirer plus. Et puis le risque, comme la chambre implantable, c'est la thrombose superficielle ou profonde. Alors les opérateurs, la chambre implantable, il y a plusieurs opérateurs. Ça peut être le chirurgien au bloc opératoire au décours d'une intervention chirurgicale. Ça peut être pas forcément au décours d'une intervention, ça peut être simplement à la demande de l'oncologue et du patient qui souhaite avoir une anesthésie générale pour la pose de ce dispositif. Ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le radiologue interventionnel sous sédation légère ou anesthésie locale. L'opérateur du PICC-Line, c'est essentiellement donc, le radiologue interventionnel. Dans la grande majorité des cas, dans certains établissements, ce sont les anesthésistes qui les posent. Après, la pose, elle n'est pas forcément faite sous contrôle radiologique, donc il faudra, après la pose par un anesthésiste, faire une radio pulmonaire pour voir où se situe l'extrémité du dispositif. Donc là, je vous montre une radio, la radio d'une chambre implantable. Donc là, on voit bien la chambre implantable. Hein, si vous suivez bien, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on arrive à voir l'extrémité. Et ensuite, le PICC-Line, alors lui, il est un petit peu plus difficile à voir. Hein. Je vous ai mis une flèche pour vous montrer où est-ce qu'il arrive. Il est visible. Hein. Entretien et surveillance, donc que ce soit les chambres implantables, que ce soit les PICC-Line, ils doivent répondre tous les deux à une rigueur des règles d'asepsie. Hein. Donc lavage, désinfection des mains, lavage des mains, désinfection des mains au gel hydroalcoolique. Lors de la réfection des pansements, on doit obligatoirement porter une charlotte, un masque, une blouse à usage unique et des gants stériles. La manipulation des lignes doit se faire. Alors, pour le PICC-Line, vous avez la voie proximale et la voie distale. Doit se faire en fonction de quelle voie on manipule, avec des gants stériles et des compresses imprégnées de bétadine alcoolique pour la voie proximale. La voie distale, on peut prendre des gants à usage unique et des compresses imprégnées d'antiseptiques. Pour ces deux dispositifs, il faut que les infirmiers aient eu une formation pour pouvoir refaire les pansements et surveiller ces dispositifs.
parce qu'il faut pouvoir, en fonction des différents passages de ces infirmiers, relever toute éventuelle anomalie qu'il pourrait y avoir durant leur utilisation. Donc ça peut être la rougeur, ça peut être un écoulement, mais ça, il faut pouvoir le diagnostiquer et cela doit interpeller les infirmiers libéraux comme les infirmiers en secteur hospitalier. Hein. Donc l'entretien, alors la chambre implantable, il y a 3 pansements possibles, puisque soit la chambre implantable vient d'être posée, donc il y a des sutures, et il n'y a que ce pansement-là. Donc ce pansement sera refait 48 heures après la pose et toutes les 48 heures jusqu'à l'ablation des points. Majoritairement, les points ne sont pas résorbables. Donc il faut au 8e jour, 10e jour, voire 12e jour, en fonction de la cicatrisation, retirer les points. Il y a la possibilité d'avoir simplement le pansement de l'aiguille de Huber, une fois que l'aiguille de Huber a été posée. Donc le pansement se fera tous les 8 jours. On changera en même temps qu'on change l'aiguille de Huber, on refait une désinfection 5 temps. Lorsque le pansement est décollé, souillé ou humide, on doit refaire le pansement, mais pas forcément changer l'aiguille de Huber, hein, heureusement. Donc dans ces cas-là, on refait quand même une désinfection 5 temps autour de l'aiguille de Huber avant de reposer un pansement semi-perméable. Et le 3e pansement qui peut exister, c'est le pansement des 2 cas où je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en même temps que le pansement de l'aiguille de Huber, le pansement de la pose, lorsque l'on utilise immédiatement. Donc il faut en aucun cas oublier de refaire une désinfection 5 temps autour de l'aiguille de Huber lorsque l'on refait le pansement de la pose avec suture, puisque ce pansement-là sera refait toutes les 48 heures, donc on sera obligé d'ouvrir toutes les 48 heures ce pansement-là. Le pansement du PICC line, il est refait 24 heures après, puisque le PICC line nécessite une incision de quelques millimètres qui saigne, et lorsque le patient revient dans la chambre, il a une compresse qui cache le point d'insertion. Or, ce qui nous intéresse aussi bien pour l'aiguille de Huber que pour le PICC line, c'est le point d'insertion pour voir s'il n'y a pas de rougeur et d'écoulement au début d'infection. Donc, ne voyant pas le point d'insertion du PICC line, le pansement sera refait le lendemain et après le nettoyage, on mettra essentiellement sur ce dispositif et sur donc, le point d'insertion le pansement semi-perméable. Et ensuite, il sera refait tous les 7 à 8 jours, sauf s'il est humide, souillé ou décollé. La surveillance, donc entretien-surveillance, le rinçage pulsé. C'est très important, le rinçage pulsé. Le rinçage pulsé, par rapport au rinçage continu, retire 90% des dépôts. Donc, il s'effectue par une poussée successive, 3 poussées successives sur le piston de la seringue lorsque vous utilisez une seringue de 10 ml, un petit peu plus lorsque vous utilisez une seringue de 20 ml. Donc, quand est-ce que vous utilisez une seringue de 10? C'est lorsque vous faites un rinçage avant et après un antibiotique, par exemple. Par contre, lorsqu'il y a un bilan sanguin, donc un prélèvement, lorsqu'il y a une transfusion ou une alimentation parentérale, ce rinçage pulsé sera de 20 ml parce que ce sont des produits qui sont beaucoup plus épais et dont les dépôts seront un petit peu plus importants. Donc on demande à ce que ce soit des rinçages de 20. Le rinçage pulsé sera aussi refait lors de la réfection du pansement, systématiquement, donc avec 20 ml puisqu'on doit vérifier qu'il y a un reflux. Si vous faites un reflux, ça équivaut à un bilan sanguin. Donc, il faut faire un rinçage pulsé de 20 ml. Voilà. L'ablation, donc la chambre implantable, elle est retirée sur prescription médicale, évidemment. Lorsque l'ablation, il y a l'ablation de l'aiguille de Huber. Donc, avant d'enlever l'aiguille de Huber, on fait un rinçage pulsé de toute la chambre. Donc, on fait pivoter l'aiguille pour pouvoir rincer correctement toute la chambre. Et on retire l'aiguille en pression positive. Pour l'ablation de la chambre, donc c'est à la demande soit du patient parce que son traitement est terminé et qu'il ne veut pas garder ce dispositif, soit parce qu'il y a eu une infection et le retrait se fait soit au bloc opératoire,
soit en radio interventionnelle. Le PICC line peut être retiré par une infirmière libérale. Pardon, je reviens. Elle ne peut pas être retirée par une infirmière libérale puisque nous avons dans le Code de santé publique, il doit y avoir à proximité de l'infirmière libérale et du patient un médecin. Donc actuellement, le PICC line ne se retire qu'en milieu hospitalier. Donc soit lors d'une hospitalisation, le traitement est terminé, donc on le retire. Vous devez respecter, pour le maniement de ces dispositifs, une règle d'asepsie rigoureuse. Vous devez manipuler ces dispositifs, les tubulures, avec des compresses imprégnées de désinfectants alcooliques. Il ne faut pas utiliser des seringues inférieures à 10 ml puisque la pression est plus importante si on utilise une seringue inférieure à 10 et donc on a un risque de rupture du cathéter. Donc, pas utiliser de seringue inférieure à 10 ml. Et donc, on limite les manipulations, on utilise du matériel adapté et on remplace, chaque fois qu'on doit remplacer un robinet, un bouchon ou autre matériel, on prend du matériel stérile. Voilà, merci.